niaiseux. Moi, c'est sûr que ça va commencer, Bernard. Moi, je vais me mettre sur mute, là, pour éviter d'envoyer de tousser et des erreurs de même. OK. Oh, on est en direct. OK. Vas-y, Jean-Claude, sur mute. Hein? Oui, on s'est commencé. OK. OK. Bonjour, on regarde si tout va bien. On va regarder. Et le son? Comment est le son, Lauren? Il faut vérifier le son. Je sais que là, Jean-Claude est sur mute, mais le son maintenant, on veut vérifier ça. OK. On va attendre encore un petit peu. Désolé si je regarde votre écran encore. On est rendu à 19 personnes. Bienvenue. C'est un plaisir d'avoir des gens qui sont là. Bonjour Pierre et Alain. Parfait. Le son est bon, OK. On est quand même pas mal. Quelques-uns, oui. On a avec nous ce soir encore qui va être, si on a des questions, Jean-Claude est prêt à répondre à des questions, qui est sur, en ce moment, il est sur mute. On ne l'entend pas, mais c'est donc il est disponible si on a quelques questions. Merci d'être là encore ce soir. Comme je dis, il y a Lauren Nagel qui est aux communications, qui s'occupe de regarder ce qui se passe. Si jamais il y a quelque chose, des petits pépins, ben, elle va nous aider. Envoyez vos questions sur le côté de l'écran comme ça. S'il y en a d'autres qui rentrent dans Facebook ou ailleurs, je sais que Lauren va les voir, elle va me les envoyer. Je vais pouvoir y répondre. C'est notre troisième présentation Facebook Live. J'aime bien ça. Par contre, ce qui me manque, c'est l'interaction. Alors, on va regarder assez régulièrement, on regarde plutôt, à faire ça régulièrement, oui, dans le futur, mais de faire ça d'une autre manière, on sait qu'on peut le faire avec Zoom ou des choses comme ça, ou d'autres logiciels. Lauren en a fait une session il n'y a pas longtemps avec les gens, la génération plus jeune de COPA, et puis on était une trentaine sur l'appel en vidéo à ce moment-là. Fait qu'on pourrait faire la même chose, surtout avec le nombre de personnes qu'on a là, on pourrait faire ça en vidéo, live, et que ce soit vraiment interactif. Peut-être que la prochaine fois, on va regarder comment on peut le faire dans une semaine ou deux, de faire ça vraiment interactif. De toute façon, il va y avoir l'Assemblée générale annuelle de COPA qui va avoir lieu au mois de juin et qui, elle, va être interactive parce qu'on va devoir prendre les votes et les questions et tout ça. Il va falloir que ce soit live comme si c'était en personne, puisque ça va remplacer l'Assemblée générale qu'on était censé avoir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il n'y a pas encore de questions nécessairement pour l'instant que je vois dans les commentaires, mais je vais y aller avec ce qu'on a reçu comme question cette semaine. Il y en a, juste pour dire aussi, il y a demain, là j'ai précédé les rencontres, des fois je faisais anglais à suivi du français, là j'ai fait la francophone avant l'anglophone. Demain soir, il y a la présentation anglophone. Pour ceux que ça ne dérange pas, vous êtes évidemment les bienvenus. Ça va être sensiblement les mêmes questions. Par contre, l'invité va être Belinda Bryce de Magnus pour les assurances. Donc, si vous avez des questions d'assurance ou des questions qui touchent l'assurance, Belinda comprend le français, mais ne parle pas très bien, est un peu gênée. Même si elle dit qu'elle a vécu 9 ou 10 mois à Paris. Elle dit qu'elle est un peu gênée. Fait que ça va être demain. Elle va être là pour la rencontre anglophone. Fait que si vous avez des questions d'assurance, demain, c'est là qu'on va avoir Belinda Bryce. Je pourrais aussi y répondre. Je peux tenter d'y répondre et en avoir aujourd'hui. Mais on va regarder. Ça va être probablement demain. Je vous invite à vous joindre si vous avez des questions particulières. Donc, je pars avec les questions qu'on a eues. On avait déjà abordé celle-là la dernière fois ou une fois d'avant par rapport à l'hélice, aux hélices et
Dave, je vois ta question, génération plus jeune, je vais y venir tantôt. Les hélices, 10 ans, il y a quelqu'un qui pose la question, qu'est-ce qu'il y en a avec ça? La réponse, et avant la présentation de ce soir, j'ai contacté Transport avec certaines questions et où est-ce qu'ils pouvaient me répondre. Et la réponse encore pour les 10 ans, les hélices, c'est qu'il n'y a pas d'exemption pour l'instant, c'est pas encore en place, mais ils travaillent à la demande de COPA de trouver des alternatives possibles pour pouvoir allonger le 10 ans ou que ce soit différent. Ils sont en train de regarder ça encore. La même réponse que d'habitude. Fait que on ne désespère pas. C'est de longue haleine, mais il y a quand même du travail qui se fait là-dessus. Puis ils sont très, très, très occupés avec COVID, avec la COVID en ce moment. Je le sais pour voir le travail qui se fait chez Transport par rapport à ça. Très occupés. Fait que les 10 ans pour les listes, c'est pas pour l'instant. Question pour les écoles de pilotage, j'en ai une comme ça, puis j'ai parlé au groupe qui s'occupe des écoles de pilotage au Canada, c'est l'Association du transport aérien du Canada, ATAC, aussi représentée en collaboration avec la QTA au Québec, mais j'ai posé des questions à ATAC qui sont plus près des écoles de pilotage. La question c'est, je sais que Harv's Air au Manitoba ouvre. Harv's Air, c'est une grosse école de pilotage au Manitoba. Ils sont en train de réouvrir. Est-ce que ça veut dire que la Saskatchewan, la Colombie-Britannique et les autres provinces vont aussi ouvrir? La réponse à ça, c'est pas nécessairement. Tous les critères pour repartir les entreprises, tous les critères pour la distanciation ou ce qui est requis ou essentiel ou pas essentiel, ça relève des provinces, ça ne relève pas de Transport Canada. Ça ne relève pas du fédéral, et j'ai eu la réponse aussi de Transport Canada, ils n'ont rien à voir dans ça. Tout ce que eux peuvent dire, et eux se soumettent aux réglementations provinciales de dire que s'il doit y avoir du confinement ou non, et qu'est-ce qui est essentiel ou non. Les écoles de pilotage ne sont pas essentielles, donc ça fonctionne pas, ça ne rouvre pas. Au Manitoba, s'il y a une dérogation, s'il y a d'autres choses de différentes, c'est une autre province. Il faut s'en tenir à ce qui est dit pour chacune des provinces. Donc, ça, c'est pour la question par rapport à Harv's Air et les écoles de pilotage. Je sais qu'il y en a au Québec qui veulent recommencer les écoles de pilotage, mais il faut que c'est le gouvernement provincial qui va dire qu'est-ce qui est faisable ou non. Ce que je peux dire, c'est aussi ETAC puis la QTA travaillent à un document et à prendre les devants et à prendre le leadership sur comment repartir les écoles de pilotage avec dans ce monde de la COVID-19 et comment être sécuritaire, comment faire avancer, continuer à pouvoir donner des cours. Fait que c'est eux qui vont sortir très bientôt avec ça, qui vont le partager avec nous. Mais j'invite ceux qui sont des écoles de pilotage qui sont à l'écoute de peut-être vous associer ou vous rapprocher de la QTA et de ETAC qui vont pouvoir vous informer là-dessus. Donc, les écoles, ça ne relève pas, les écoles de pilotage, ça relève vraiment si c'est une entreprise essentielle dans la province où l'école se trouve et ils vont suivre les guides provinciaux. C'est pas Transport qui va décider pour ça. L'autre, bonjour Michel, vous voyez tous les noms des gens qui arrivent sur les commentaires, fait que on se dit un bonjour mutuel. Question aussi par rapport, est-ce qu'on peut donner des cours et de la formation avec des gants et un masque? La réponse est non. Est-ce qu'on peut, posez-vous la question, si vous posez la question en transport et taxes, la réponse est non. Ça dépend des normes en vigueur dans la province. Est-ce qu'une province permet qu'on puisse se promener en voiture avec des gens qu'on ne connaît pas, des inconnus, si on est à moins de 2 mètres et ça? Non, c'est la même chose en avion, donc ça n'a rien à voir avec le fédéral ou avec Transport Canada. Donc, les formations, les unités de formation, c'est pas pour tout de suite que ça va être déconfiné. Ça dépend de la province. S'il y a des pressions au niveau politique de la QTA et ETAC par rapport à ça, au fédéral, ça peut aller, mais ça va être au provincial que ça va se faire pour dire qu'il faut déconfiner à un moment donné et avec les normes qui vont être mises en place, qui seraient sécuritaires, à ce moment-là, ça pourrait avoir lieu. Autre question. Ça peut intéresser, ça n'a pas à faire avec la COVID, mais des fois, on en a des fois qui arrivent comme ça. La question, c'est j'ai un avion qui est en Arizona, ça nous vient d'un membre qui est en Saskatchewan. J'ai un avion en Arizona, puis je veux le rapporter au Canada pour l'été et ensuite le ramener plus tard à l'automne aux États-Unis. L'avion est enregistré américain avec un N, un November.
et je ne veux pas importer l'avion. Dans cette question-là, il y a plusieurs choses, mais c'est des points assez intéressants. Premièrement, je sais que ce pilote-là, il y a une licence américaine, il y a une licence canadienne, donc il peut piloter un avion N. Il va se rendre de manière commerciale si les frontières sont ouvertes, pas de problème, il va pouvoir aller en Arizona. Mais le fait qu'il soit canadien, il va pouvoir rentrer au Canada et aller à son aéroport. L'aéroport en question, par contre, est-ce qu'il va avoir des services, l'Agence canadienne des services frontaliers? En ce moment, il y a moins d'aéroports qui ont le CANPAS, puis il y a moins de services un peu partout au pays. Fait qu'il faut aller voir sur le site de l'ASCF ou CBSA. Il faut aller voir ça. Donc, cette personne-là va pouvoir s'en venir. Mais l'autre point intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, parce que la question est là, c'est pas une grosse affaire avec la COVID, mais c'est qu'on a quelquefois des membres, je veux dire, par expérience, un peu moins au Québec, mais dans le reste du Canada, plusieurs membres vont dire, si je veux détourner la réglementation de transport, je garde mon avion enregistré américain. Il l'importe pas vraiment, puis il garde enregistré américain. Juste pour vous dire, nous, on ne préconise pas ça du tout. La réglementation avec transport, c'est qu'on peut garder un avion enregistré comme ça 90 jours, et après ça, il y aurait de fortes possibilités que qu'on ait réclamé les taxes et les impôts sur cet avion-là. Je sais qu'il y en a qui vont m'arriver avec plein de raisons de pourquoi pas, comment avoir une compagnie au Delaware, une compagnie, mais essayer de contourner les lois, là, c'est vraiment pas quelque chose qu'on préconise et qu'on incite les gens à faire. Tant qu'à apporter un avion puis de le garder pendant 3-4 ans avec un N dessus, là, c'est pas la meilleure affaire à faire. Vous voyez, des fois, souvent en Europe, on voit ça, des N. Les pays commencent à changer un peu la réglementation et ne plus permettre ça. Mais on le voit quand même quelques fois au Canada, puis c'est pas quelque chose pour lequel on ne pousse pas nos membres, on ne force pas, c'est-à-dire on n'incite même pas nos membres à faire ça. Allons-y donc pour un avion canadien et immatriculé au Canada, qui est payer les impôts, payer les taxes là-dessus, là, mais sinon, essayer de contourner les lois, c'est pas le but. On essaie pas, on n'est pas très fort là-dessus. Donc, c'était cette question-là, mais je la portais par rapport à son avion américain en Arizona. Fait que j'espère qu'il va retourner aux États-Unis avec quelquefois que c'est probablement un avion qui va travailler aux États-Unis. On l'espère. Autre question. Donner une mise à jour sur les séminaires de sécurité qu'on voulait faire avec COPA et dans les différentes associations et dans nos clubs COPA un peu partout au pays qu'on allait faire. Il y a eu, là, j'ai parlé à Transport, puis il y a une explication là-dedans qui est quand même assez élaborée. Quand on a parti ça avec les gens de Transport Canada, c'était dans le cadre de la campagne de sécurité de l'aviation générale, qui s'en vient maintenant un programme. Donc, ce n'est plus une campagne, ça va être le programme de la sécurité de l'aviation générale. En ayant voulu partir ça veut dire refaire un peu les procédures qui fonctionnent à l'intérieur du gouvernement. Et c'est au niveau national à Ottawa qu'ils doivent revoir ça, puis de revoir les tâches, revoir comment ça fonctionne. Mais pour l'instant, approuver des mises à jour de connaissances, ça se fait encore au niveau régional. Même si avec la campagne et le programme de sécurité de l'aviation générale, il y avait une plus grosse responsabilité qui arrivait au niveau d'Ottawa. Ça n'a pas été encore approuvé. Il y a eu un peu de pushback des régions, on peut dire. Et c'est ce qui fait que c'est un peu en retard. Donc, il va y avoir un certain retard, mais c'est quelque chose qui va quand même arriver, que ça va être au niveau national qu'on va approuver les séminaires et les mises à jour de connaissances. Parce que pour l'instant, c'est encore une responsabilité des provinces et des régions. Fait que ça se peut qu'il y ait des régions qui approuvent une mise à jour de connaissances et la même ne serait pas approuvée à l'autre. Alors, ça n'a pas vraiment de gros bon sens. C'est ce qu'ils veulent harmoniser, surtout quand la sécurité doit être applicable même partout au pays. Donc, où est-ce qu'on en est avec ça par rapport à le fait de donner des séminaires un peu partout à travers nos associations, mais que ce soit au niveau national? Ce n'est pas encore approuvé. Il y a eu les directeurs régionaux qui ont fait un petit peu qui ont dit un instant, on va revoir ça. Et c'est de trouver des présentateurs. On en a déjà identifié quelques-uns. Il y en a qui sont identifiés. On a le matériel qui est prêt, mais que ce soit disséminé partout à travers le pays de manière sans que ce soit préapprouvé par les régions. C'est pas tout de suite. Avec la COVID encore, ça ralentit les choses, mais ce n'est pas maintenant que ça va se faire pour c'est pas en tout cas au printemps ou cet été. Peut-être à l'automne. Il y a des descriptions des descriptions de tâches des instructeurs et des inspecteurs de transport des régions qui vont devoir être vus et modifiés et approuvés. Donc, on tombe un peu dans la bureaucratie, malheureusement.
Une autre bonne question qui est arrivée par rapport qui est de quelqu'un qui est en Saskatchewan et qui me dit j'ai un peu de je suis concerned, je cherche le mot, là, pas concerné, ou concerné, oui, par la perception de COPA dans la communauté aéronautique. Et j'imagine que moi aussi, que vous aussi, vous l'êtes. En fait, son fils, il dit pourquoi est-ce qu'on est membre de COPA et à quoi ça sert? Puis qu'est-ce que j'en retire? Puis lui-même, il dit ben pour être honnête, je me demande un peu ce qu'on en retire. Mais là, il ne pose pas la question. Il dit oui, je vois bien, c'est la défense d'intérêt qui est là, puis c'est ça qui est important. Donc, pour lui, c'est ouais, qu'est-ce que c'est qu'on en fait? Puis là, il propose une solution par rapport à ça. Il dit l'intérêt de l'aviation, c'est pas juste pour les gens qui sont vendus, c'est aussi pour les gens qui veulent participer, puis des gens qui sont des spectateurs un peu de ce qui est là. Quand on veut vendre des bateaux ou des wakeboards à 175 000 $ à des gens, ben, on fait des pubs, on fait des vidéos, on montre ce qu'on peut faire avec ça, puis on essaie de s'intéresser, d'intéresser des gens extérieurs à ça. Et ce membre-là propose que COPA se lance un peu dans ça aussi, se lance dans la vidéographie, de faire des choses intéressantes et inspirantes, des commerciaux de vol pour dire aux gens qu'on peut le faire, que ça devienne un peu plus mainstream et pas juste Instagram et Facebook. J'adore son idée, je trouve ça très intéressant, mais je veux dire, en disant ça, ce serait super le fun si on pouvait faire ça. Si je compare à COPA, puis je vais prendre toutes les autres associations du Canada ensemble, j'avais déjà eu un peu cette idée-là de dire on se fait une pub de pourquoi voler, allons voler, tout ça, ça peut être avec les associations provinciales, toutes les associations nationales. Les coûts que ça engendre, c'est évidemment très cher. On n'est pas comme la OPA aux États-Unis qui ont 250 employés et qui ont toute une compagnie ou un groupe qui travaille là-dessus sur les vidéos et la présentation, mais de sensibiliser le public et d'essayer d'inciter le public à embarquer dans nos troupes, disons, ce serait très intéressant. C'est juste qu'on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant et je trouve ce serait le fun de se dire, on se fait une campagne d'1 million, je sais pas, comme les produits laitiers du Québec, quelque chose du genre, c'est super de faire des belles pubs de même, mais là, ça sensibilise les gens, on vient qu'on apprécie le produit, on pourrait apprécier l'aviation et l'aviation générale, mais je lance l'idée, je sais qu'il y a des gens de l'Aviateur Québec qui sont à l'écoute, il y a des gens de d'autres associations, d'ailleurs, de tous se regrouper pour faire une pub. Il y a quelques années, il n'y a pas d'interaction, là, on jase, je vous lâche ça, mais il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, mais je pense que c'était l'Investissement Québec, où je me souviens pas trop, avait fait une pub de quelqu'un qui rêve par rapport à sa pension, puis dans son rêve, on le voit qu'il est en hydravion, puis il s'en va pêcher en hydravion. J'ai contacté ce groupe-là par après, puis j'ai dit qui a eu l'idée de ça pour essayer de vendre ce rêve-là, parce que si on pouvait continuer et élaborer un peu le rêve qu'on sait que des gens ont, un jour je vais aller pêcher, je vais me promener dans le nord pour aller faire de la pêche, de pouvoir capitaliser là-dessus, puis je voulais savoir qui avait eu l'idée, puis c'était venu quelqu'un qui dit je me suis dit que ça pouvait être un beau rêve. Donc, il n'avait pas fait d'études, il n'y avait pas de sondage là-dessus, mais j'imagine qu'il y en a plusieurs qui vivent ça. Fait que se faire une pub, se faire quelque chose là-dedans, ce serait très intéressant de pouvoir faire ça à la grandeur du pays, puis de rendre l'aviation et l'aviation générale, l'aviation sportive comme on a, de rendre ça plus accessible, puis de montrer que c'est accessible, de changer les idées du fait que non, un avion, ça ne coûte pas 500 000 $, qu'on peut en avoir pour moins cher qu'une voiture sport qu'on voit sur n'importe quelle rue. Fait que cette idée-là, pour revenir à cette idée-là de ce membre-là qui dit qu'est-ce que c'est que ça m'apporte d'être à COPA, je veux dire, premièrement, il faut que tout le monde le sache et tout le monde le voit. Sûrement, la défense d'intérêt. Puis je veux pas... on a toute une liste de ce que ça donne comme avantage, mais c'est surtout d'être ensemble et de dire qu'on défend et qu'on travaille ensemble à protéger notre liberté qu'on a. C'est la défense d'intérêt, ça se fait au niveau politique, oui, mais c'est aussi un sentiment, la fierté qu'on a. Quand je regarde les gens qui sont sur Facebook, qui mettent les commentaires, qui mettent les photos, qui nous transmettent cette passion, mais ça se fait aussi, c'est un groupe on est ensemble aussi, tous les membres COPA, mais tous les membres d'associations d'aviation, on vit tous ce même sentiment-là, cette même passion.
Et c'est le regroupement qui est important. On peut être chacun dans notre coin, chaque individu, mais on a tous besoin de tout le monde pour être ensemble et faire avancer cette liberté qu'on a et la conserver. On a besoin de tout le monde. On ne peut pas être individuellement partout. Quand on dit, moi, je suis seul, je vais aller voir mon député. Je suis seul, je vais aller voir un tel. Je suis seul, je vais aller faire ça. Moi, je vais me défendre, je vais faire ça tout seul. Ça ne marche pas. Ça a été essayé maintes fois. C'est en s'unissant qu'on est les plus forts. Puis des fois, l'union, c'est simplement de partager notre passe-temps et notre passion. C'est pas nécessairement de défendre des intérêts, c'est juste de partager ce qu'on a, de dire, oui, je suis membre, puis je reçois ça, je reçois un magazine, je reçois une petite affaire ici, là. On fait partie d'une équipe et de cette famille-là. Et plus grosse est la famille, plus solide on est, puis plus longtemps on va durer. J'en ai long à dire sur ces choses-là. Mais puis c'est une question qui était pertinente, de dire comment est-ce qu'on peut partager et nous rendre plus accessibles. Fait que mettre des centaines de milliers de dollars, je pense pas que les membres seraient prêts à ce qu'on fasse ça pour l'instant. Mais là, j'ai Pierre Boudreau qui dit, c'est ça, en embarquant les centres de formation, puis en terminant avec une école près de chez vous, ce serait super de faire ça. Si on avait, je sais pas, avec ETAG, justement, peut-être un petit budget, on se fait un budget de je sais pas combien ça peut coûter, mais peut-être 100, 200 000 dollars. Des fois, c'est des campagnes de publicité, puis de dire qu'est-ce que ça peut donner, d'aller voler, le sentiment, mettre des gens dans un cockpit, mettre des enfants. Tout le monde, en tout cas plusieurs, ont vu la vidéo de la petite fille, la fille de Raphaël Languinier qui était dans en acrobatie puis qui disait encore papa à l'envers. Tout le monde allumait là-dessus. Et ça fait juste nous faire vouloir aller en l'air et avec Raphaël nous faire de l'acrobatie. Mais tout le monde peut avoir une relation avec ça et ça nous sensibilise. Fait qu'on ça pourrait être quelque chose comme ça qui soit là, mais l'idée est bonne. L'idée est très bonne de pouvoir faire ça. Puis de capitaliser sur les rêves des gens, c'est encore le rêve d'aller pêcher, d'aller se promener, d'être dans les airs, de voler. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Ce que je peux dire par contre pour Copa, c'est qu'on n'a pas nécessairement l'argent puis pas les moyens techniques de le faire non plus. Mais s'il y en a qui l'ont et qui veulent embarquer là-dedans, on peut le faire, mais ça va être ensemble qu'on va le faire. C'est pas juste une association, ce serait pan-canadien qu'on ferait ça tous ensemble. Une autre question, je vois pas beaucoup de questions qui arrivent sur le côté, j'espère que vous ne dormez pas tous. Une autre question, c'est quelqu'un qui a fait son examen commercial en mars 2018, ça fait plus de 2 ans, et il y a eu des délais évidemment qui se sont arrêtés pour la COVID, qui sont embarqués là-dedans. Ça fait donc plus de 2 ans qu'il est allé passer son écrit commercial, mais pour faire le test. Est-ce qu'il a besoin d'une lettre de recommandation? S'il y a une exemption, non, la personne a besoin d'une lettre de recommandation encore. Besoin d'avoir cette lettre-là, il n'y a pas d'exemption par rapport à ça. La question est assez simple, puis c'était assez simple comme réponse aussi. Autre question que j'ai. Non, là, je vais aller voir Dave, parce que Dave, ton nom est là, c'est la prochaine question qu'on a en français. Dave Picard qui dit une génération plus jeune de Copa. On a Lauren qui est avec nous, qui commence la semaine prochaine en communication avec les communications membres. Lauren, que vous avez peut-être vu sur Facebook, mais qui est parti avec un autre de nos directeurs, 2 de nos directeurs qui ont moins de 35 ans, pour les membres plus jeunes, et qui se trouvent des affinités à être membres d'une association comme Copa. Et c'est ça, les générations plus jeunes de Copa, des gens qui se trouvent vraiment c'est des instructeurs de vol, des gens, des plus jeunes qui viennent de terminer leur cours et qui se côtoient. Puis on a fait un Zoom qui va être fait en fait. On va en recommencer une autre session avec Lauren il y avait un panel de jeunes je dirais qu'il y avait moins de 30 ans, qui avaient fait du vol de montagne, dont 3 ou 4 qui étaient de Colombie-Britannique et qui étaient instructeurs de vol de montagne. C'était très, très, très intéressant, mais c'était juste des plus jeunes membres de Copa. Alors, qu'est-ce que les plus jeunes ont à se partager et pourquoi est-ce qu'ils sont membres et pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble et qu'est-ce qu'ils ont à faire? Fait que ça nous éloigne un peu du membre typique qui serait dans la mi-soixantaine et qui a quelques milliers d'heures de vol et qui a tout vu, puis est peut-être expéditeur, ça change complètement la donne. C'est très rafraîchissant de voir ça et de voir ces gens-là et les plus jeunes arriver. Donc, la question suivante, qui est pertinente pour plusieurs personnes qui sont là. Dave, si tu veux pas que je lise ta question, mais tu l'as envoyée, je vais la lire.
Si tu veux pas, tu peux me texter et me dire de pas, là, mais alors, je suis propriétaire d'une terre agricole sur le territoire de la Ville de Québec avec ma conjointe. Après avoir fait bien les choses dans la consultation publique, nous avons eu l'autorisation de Transport Canada afin d'aménager notre piste privée sur notre terre malgré le refus de la Ville de Québec. Je ne suis pas un investisseur, je n'ai pas d'associé, cela n'est pas un projet commercial, mais seulement une piste privée. Voilà ma question en 3 volets. Qu'est-ce que COPA peut faire et jusqu'à combien en frais d'avocat s'il y a lieu? Vous pouvez supporter. Merci, Dave. Vous pouvez supporter un pilote privé qui n'a pas les mêmes moyens qu'une compagnie pour se battre contre une ville et qui va piger dans les poches des contribuables. 2, quand allons-nous régler finalement le problème avec les villes et municipalités afin qu'ils arrêtent de nous faire dépenser, qu'ils reconnaissent nos droits? Et 3, qu'arrivera-t-il à l'image de l'aviation si un pilote abandonne son projet de piste privée médiatisé car il ne peut pas se battre financièrement contre une grosse ville? Le point est très valable, puis c'est pas quelque chose, je veux pas balayer ça sous le tapis. La première question, c'est qu'est-ce que COPA peut faire et jusqu'à combien en frais d'avocat s'il y a lieu, on peut supporter un privé? Que ce soit un privé, que ce soit des développeurs, que ce soit n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel groupe, c'est pas moi qui décide. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on regarde, quand on regarde le dossier dans son ensemble, c'est de savoir, premièrement, est-ce qu'il y a un impact national? C'est surtout ça le principe. Aider pour aider, puis dire voici de l'argent, est-ce que le dossier a un impact national et pourrait faire quelque chose dans une autre province, une autre municipalité ou ailleurs? C'est ce qui est regardé en général. Fait que quand la demande nous arrive, mettons comme Dave, je sais que toi, je pense pas que tu as envoyé de demande, mais on l'a peut-être regardé, mais c'est qu'est-ce qui peut arriver? Pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là. Mais qu'est-ce qui peut arriver? La demande est analysée par notre avocat conseil qui, lui, va nous donner une recommandation qui s'en va au conseil d'administration de COPA, les 15 personnes. Les 15 personnes, le conseil d'administration regarde ça, puis oui, on a un coffre de guerre, on va dire, de pas loin d'1 million, qui est là pour des frais d'avocat. Et des fois, ça a été un petit peu plus, des fois, ça varie, mais il y a de l'argent qui va là. Depuis une augmentation des cotisations des membres, il y en a au moins la moitié de l'augmentation qui s'en va directement dans ce fonds de défense du droit de voler. Donc, ça remonte tranquillement, on augmente à peu près 150 000 par année. Donc, comment est-ce que ça se fait? C'est que la demande nous arrive, on évalue si c'est un dossier qui peut avoir une portée nationale. Et si c'est le cas, à ce moment-là, c'est évalué par rapport à ce qui est demandé par le membre ou le groupe. Par principe, COPA va faire ça 50-50 avec la personne. Donc, on ne supporte pas, c'est jamais, jusqu'à date, là, ce que j'ai vu, c'est jamais 100% supporté pour tous les frais, à moins que ce soit un dossier comme la fois où est-ce que c'était en Cour suprême. Pour dire que l'aéronautique c'était fédéral en 2010, l'arrêt COPA. J'étais pas là, par exemple, mais je sais qu'il y a eu, ça a coûté pas loin de 300 ou 400 000 $ là-dessus. Donc, jusqu'où peut aller COPA? Ça va être jusqu'où, il nous reste de l'argent, évidemment, ou est-ce qu'on pense qu'il peut avoir de l'intérêt, jusqu'où on va devoir aller? Je peux dire que je peux m'avancer un peu. Il y a pas longtemps, dans le dossier Mascouche, qui est sorti la semaine passée, le 16 mars, 16 avril, je pense, je ne sais pas trop quoi, où est-ce que la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel. De ce dossier-là, on avait un net intérêt de probablement se rendre jusqu'en Cour suprême avec ça. La raison, et COPA aurait été jusque-là, très probablement, parce qu'on avait été déjà à la Cour d'appel et on demandait à être intervenant à ces niveaux-là pour pouvoir avoir une porte d'entrée et une invitation à la Cour suprême. C'était un dossier, le dossier, c'était essentiellement que le gouvernement du Québec disait la loi de l'environnement doit s'appliquer. Et la Cour suprême a dit non, on ne veut même pas l'entendre, donc c'est fini. La loi provinciale de l'environnement ne s'applique pas sur les aérodromes. Ça, c'est parfait et c'est là qu'on était probablement prêt d'aller jusqu'à la Cour suprême si ça avait été là. On aurait certainement été intervenant et supporté d'une certaine manière, mais on n'en était pas là, mais on aurait été le plus loin possible. Je vois des questions qui arrivent, je vais les prendre après, quand je vais terminer celle-là. Donc, tout dépend. La réponse, Dave, c'est tout dépend. Ça dépend de où est-ce qu'on en est et de la portée nationale et de la portée de ce que peut avoir. Quand je dis Mascouche, l'aspect de l'environnement, c'est que c'est pas la seule fois. On l'a vu en Colombie-Britannique avec les pipelines. Puis là, on le voit au Québec, ça vient d'arriver, la loi de l'environnement qui n'est pas applicable. Colombie-Britannique, pipeline, pas applicable.
Donc, il y a quelque chose qui se trame et ça devient donc fédéral, ça devient pan-canadien. Donc, il y a quelque chose, c'est du solide. Est-ce que quelque chose dans ton cas serait là par rapport aux municipalités? De ce que je vois, c'est beaucoup plus de l'acharnement du Québec, ça les écœure que le fédéral a quelque chose à dire sur le terrain du Québec. En fait, c'est à peu près toujours ça qu'on retrouve. Fait que COPA, pour l'instant, frais d'avocat, ça dépend combien tu demandes, ça dépend quel est ton dossier et comment ça va être apporté et quelle est sa portée nationale, comme je dis. 2. Quand allons-nous régler le problème avec les villes et les municipalités afin qu'ils arrêtent de nous faire dépenser et qu'ils reconnaissent notre droit? Ça arrive assez régulièrement. On le voit un peu partout. Quand est-ce que ça va se faire? J'ai pas la réponse à ça. La réponse se trouve dans la sensibilisation que nous, on fait auprès des... Nous, pas COPA, mais COPA et des membres, tout le monde. Parce qu'on n'est pas tout seul. Je dis, c'est pas juste Jean-Claude puis moi, parce que c'est ça qu'on est en ce moment. Et les gens au bureau et Lauren, puis ça, mais en fait, de niveau politique, c'est nous et nos directeurs un peu partout au pays. Mais que nous fassions ça, c'est avec les membres. C'est quand on sensibilise les gens autour de nous. Je l'ai vu quand on a un certain dossier de Mascouche, Saint-Roch, oui. Quand on parle à ces gens-là, êtes-vous tanné de dépenser ou pas tanné? Le meilleur exemple, excusez, c'est Neuville. Les gens de Neuville, c'est une petite municipalité, mais les gens de la municipalité, ils étaient jusque-là en frais d'avocat pour se battre contre l'aéroport de Neuville, l'aérodrome de Neuville. À un moment donné, c'est de dire, êtes-vous tanné de dépenser de l'argent de vos contribuables pour quelque chose que vous allez perdre de toute façon? Fait qu'il faut sensibiliser les municipalités. Mais ça, c'est un peu arrogant ce que je viens de dire, mais de dire, c'est l'argent de tous les contribuables que vous défendez pour quelque chose qui est futile. L'aéronautique, c'est fédéral. Et à chaque fois qu'il envoie une petite affaire d'avocat, à chaque fois, Dave, que tu vas recevoir une injonction ou une mise en demeure, ça va te coûter un 700-800$, je le sais, ça va te coûter ça pour répondre dans la bouche d'un avocat. Et les municipalités savent un petit peu comme ça. Moi, j'en suis écœuré de ça et je travaille avec certains avocats dans des dossiers, puis je veux essayer de faire casser cette chose-là, mais c'est pas nécessairement par la violence ou par l'arrogance de la voix, mais c'est plus par des discussions de dire on peut tout entendre et arrêter d'écœurer nos gens avec l'argent des contribuables quand ce sont les mêmes. C'est les mêmes personnes qui payent parce que nos taxes, on paye nos avocats pour se défendre contre les taxes qu'on paye dans la municipalité contre nous. C'est ridicule. Ça en vient. J'ai rencontré des gens du Bloc québécois là-dessus aussi, puis je leur ai expliqué, puis la réponse a été à peu près ce que je dis, puis je ne veux pas faire de politique, puis je demeure apolitique dans ça, mais la réponse a quand même été, le fédéral ne viendra pas nous dire quoi faire au Québec. Puis tant que c'est ça, on va continuer à se battre là-dessus. Et on dépense l'argent de tous les contribuables. Tout le monde y paye, il n'y a personne qui y gagne. Merci Gilles pour les précisions. Oui, puis les décisions de la Cour suprême de l'aboutissement d'un processus, oui, c'est long, ça coûte cher, puis des fois c'est 5 lignes qui décident de quelque chose, puis ça a coûté 850 000 ou 1 million pour mettre ça en place. Donc, quand est-ce que ça va être réglé le problème? C'est quand on va sensibiliser les gens puis dire je veux pas que mon argent serve à ce que la municipalité se batte contre moi qui paye mes taxes là-dedans, pour quelque chose qui est futile. C'est d'expliquer la futilité de ce qu'on fait, souvent de se battre dans ça. Et qu'arrivera-t-il à l'image de l'aviation si un pilote abandonne son projet de piste privée médiatisé car il ne peut se battre financièrement contre une grosse ville? L'image de l'aviation, j'ose espérer que ça n'arrivera pas là. Il faudrait qu'on se parle, Dave, avant que ça arrive là, mais j'ose espérer que ça n'arrivera pas là parce que la Ville de Québec, dans le fond, toi, tu as tous tes droits. Tu as tous tes droits de faire ce que tu veux. Tu as eu l'approbation de Transport Canada. Il faudrait que je me remette un peu sur le dossier et qu'on en reparle. Mais je veux voir où est-ce que c'est qu'on en est. Et la consultation sert à ça. Quand on a l'approbation de transport, c'est le temps du ministre. C'est pas l'approbation, mais c'est non, il n'empêche pas de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est de continuer de faire le projet. Puis abandonner, l'image de l'aviation, c'est sûr que ça aurait l'air, il est battu financièrement par les gens. À Pintante, Lévis essayait de faire ça aussi avec la dame. Il voulait l'étouffer financièrement. Et c'est un peu la manière de faire de tout le monde, mais il n'y en a pas beaucoup qui lâchent pour l'instant. Puis les associations comme Aviateur Québec est là aussi pour supporter, pour aider, mais financièrement, c'est COPA qui a
le coffre de guerre pour se battre là-dedans. Et tant qu'on est là, je voudrais pas voir ça que quelqu'un abandonne parce qu'il s'est fait étouffer par la municipalité. On va toujours trouver moyen quand c'est bien fait, quand ça a été approuvé, quand ça a l'approbation et l'assentiment du fédéral, il n'y a pas de raison que quelqu'un abandonne, puis on est là pour ça, pour pas là-dedans aussi. C'est tout un débat, et ça peut être long comme question-réponse, puis le fait qu'il n'y ait pas d'interaction à part des petits messages, c'est plate, mais j'aimerais ça qu'on puisse en discuter plus longuement. Sophie, j'ai vu une question peut-être. OK, la question. Bon, ben Marie-André, t'as Sophie qui t'a répondu. C'est beau. Fait que la question, je pense que tout le monde. Vous voyez tous les commentaires qui apparaissent sur le côté? Parce que oui. Peut-être, je pense bien que. OK. Excusez, je pense que Lauren qui répond à Dave dans les commentaires. Copa Next Gen est un programme pour les pilotes plus jeunes, 35 ans au moins. Et les présentations se concentrent sur des sujets qui sont importants pour eux, comme comment obtenir ton premier emploi dans le domaine de l'aviation. Puis il y a des présentations similaires qui s'en viennent pour les membres Copa de tous âges, parce que Lauren, elle veut communiquer. Merci Pierre. Lauren, elle veut faire des choses comme ça qui sont propices et qui sont pour les différents âges. Je sais que le prochain panel de discussion, ça va être pour les plus jeunes, de comment arriver à se trouver un emploi en aviation. On a un de nos directeurs qui est pilote, qui est pilote chez Porter. Présentement, ben, il est en mise à pied jusqu'en juin. Alors, lui va être sur ce panel-là, puis il va en avoir d'autres aussi de comment trouver un emploi en aviation et en aéronautique pour les plus jeunes. Oui, Pierre Boudreau, un combat constant, tout à fait. Question de Sophie. Sophie Dufresne de Sainte-Anne-des-Lacs. Mes questions concernant le retour des vols. En passant, c'était Dave Picard qui avait posé la question pour Québec, qui l'année passée, on avait vu dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, un peu partout, un privé à sa piste à côté de Jean Lesage, puis ça avait fait une affaire de ça fait quoi? C'était une grosse affaire, mais c'est parfait, puis on était tous fiers de ça. Et Dave, il faudrait s'en parler de la suite. Sophie, mes questions concernent le retour des vols de formation, de location d'avion et des formations en classe, ainsi que les vols de loisirs. Avec le nouvel arrêté ministériel, ce serait chouette que ces sujets soient abordés. Qu'est-ce qui sera permis ou non? Qu'est-ce qui sera permis? J'en ai parlé un petit peu tantôt au départ. Et ce qui va être permis, ça va être surtout ce que les provinces permettent. Si je pense aujourd'hui au déconfinement, premièrement, les formations, je l'ai dit, là, quand ça va être OK, ce n'est plus une entreprise essentielle. Je n'ai pas entendu aujourd'hui le premier ministre ou les premiers ministres en parler, que les écoles de pilotage seraient essentielles. Je pense que ça va se faire un peu par en arrière, puis à un moment donné, ça va tomber dans une liste de OK, c'est pas essentiel, mais c'est ouvert. Tout dépend de la pression politique. Je sais que ETAC est en train d'en faire un. Je parlais avec eux aujourd'hui pour me préparer à la session. Ils ont dit qu'ils sont en train de faire un mémoire pour présenter très, très rapidement à Transport Canada et aux élus et même aux élus provinciaux, puis de mettre quelque chose sur pied. Donc ça s'en vient. Par contre, pour le reste de ce qu'on peut faire, location d'avion, je pense pas pour l'instant, c'est pas là, c'est vraiment pas essentiel pour l'instant. Pensez à ce qui est faisable en auto et tout ce qu'on nous dit maintenant pour les autos, c'est la même chose en avion. La loi, ce qu'on dit c'est fédéral, c'est volé, tout ça, n'a pas préséance. Transport se soumet à ce qui se fait au provincial. On a le droit d'aller voler, oui. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans une autre région et d'atterrir dans l'autre région? En général, moi, je ne le saurais pas, mais je dirais que non, elle n'est pas ouverte la région. Par contre, les régions qui sont ouvertes, oui, maintenant, on peut y aller possiblement en avion, mais pas pour aller au restaurant, pas pour aller prendre un café, pas pour exactement la même chose qu'on ne ferait pas en auto. On va aller, je sais que les Laurentides vont ouvrir, tout ça, ben, peut-être aller à Mont-Laurier, aller mettre de l'essence en sachant qu'il n'y a personne ou qu'il y a de la distanciation sociale, peut-être, mais c'est avoir assez d'essence pour peut-être juste faire un aller et un retour. Ça, c'est faisable. Donc, c'est dans ce sens-là. Regardez ce qui se passe au niveau des véhicules et des véhicules terrestres. Et c'est sensiblement la même chose qui est faisable avec les avions. Il n'y a rien de plus pour l'instant et j'ai vraiment une réponse claire de transport. À part le fait que oui, c'est légal de voler, c'est sûr.
Mais il faut répondre quand même, et eux se plient aux normes provinciales. Donc, s'il y avait un policier qui arrivait, vous êtes à Mont-Laurier, vous venez d'aller à Mont-Laurier, puis un policier arrive, bien là, ça va être ouvert, là, et qui dirait, est-ce que c'est essentiel d'être ici, et pourquoi tu es ici, dans cette région-ci? Je suis venu me dégourdir les pieds parce que j'avais le goût de faire du rudder. Ça marche. La semaine passée ou cette semaine, aujourd'hui, ça ne marcherait pas. À partir de lundi, ça va probablement être correct. Mais regardez ce qui se passe au niveau provincial pour les voitures et c'est ça qu'on nous dit aussi chez Transport. Le barrage routier des régions, levé le 11 mai, oui. Logiquement, oui, le voyage par avion sera OK après, avec encore toutes les mêmes normes et de distancier. Parce que je suis sur les appels avec Transport, puis il y a des questions qui arrivent de partout. Ils reviennent toujours aux normes de santé provinciales. Et c'est ça qui est vraiment la norme. Fait qu'il faut se fier aux normes de santé provinciales. Donc, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça à ce moment. On peut en parler longtemps, puis on peut avoir des exceptions, puis chercher qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui est quoi. Et dans mon cas, c'est ci, dans mon cas, c'est ça. Est-ce que je peux aller à mon hangar? Moi, j'ai mon avion qui est, je pointe vers Saint-Hubert, là, mais j'ai l'avion qui est là. Est-ce que oui, je suis seul dans le hangar, je vais aller faire là, je vais regarder, je vais frotter un petit peu, mais bon, je pourrais peut-être aller voler, faire déposer, décoller, mais en même temps, ça me tente pas nécessairement. Donc, je veux pas. Personnellement, ça ne me tente pas. Oui, je pourrais rester dans ma propre région et de voler, de faire des ça si je voulais, mais je le fais pas. Oui, Gilles, merci. Le ministre Guilbeault a insisté sur des. C'est le gros bon sens aussi. Est-ce que c'est essentiel ce que je fais? À nous de juger. Puis moi, je ne trouve pas que voler de manière récréative et pour me dégourdir, que ce soit essentiel. C'est essentiel de ma santé mentale, sinon je me rentre la tête dans les murs. OK, là. Mais sinon, c'est essentiel. Autant c'est essentiel par rapport à la voiture. C'est à chacun de décider puis de pouvoir justifier aussi, mais c'est pas quelque chose. On ne recommande pas d'aller à l'encontre des autorités provinciales en santé. Il n'y a pas le c'est fédéral, c'est parfait, on peut le faire. Non, c'est pas ça du tout. Ça fait plusieurs fois, je le dis, je pense que c'est pas mal clair. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de questions ou d'interactions, je le dis encore, mais Lauren, il n'y a pas moyen d'ouvrir des micros ou d'embarquer quelque chose. Parce que Lauren, on se texte. Non. Comme je dis, demain, il y a. J'ai quelque chose. Demain, il y a. Demain, avec les assurances, si vous avez des questions. Je me suis fait un petit bidule. Ça, c'est comique, par exemple. Mais je me suis fait un petit bidule pendant qu'on travaille de la maison. En attendant l'ASB, tout ça, un ADSB IN. Vous connaissez peut-être les stratus puis des affaires comme ça, mais tout se trouve sur. Je vous le montre, c'est ça. C'est pas un stratus, c'est un stratux. T-U-X. Et tous les bidules se trouvent, puis je l'ai construit moi-même avec un Raspberry Pi, c'est un petit ordinateur, pour ceux qui connaissent ça. Et ça m'a coûté à peu près 115 $. Un petit instant. J'enlève ça. 115 $ sur Amazon. Et on ramasse tout ça vient, on achète le case, à l'intérieur, c'est l'antenne 1090, on peut l'antenne 978 pour les Américains, 1090, et ça donne du ADSB in, qui est connecté à mon ForeFlight. Fait que pour à peu près 110-115 $, vous avez ça que vous branchez dans l'avion, puis vous allez avoir du ADSB in sur ceux qui sont avec ForeFlight ou avec un autre appareil qui se connecte à des bidules. Des devices comme ça. Ça, c'est du ADSB in, pas du out, c'est juste le in. Vous allez voir ceux qui ont du ADSB out, vous allez voir les aériennes, puis moi, je le branche à la maison ici, puis je vois les avions qui tournent autour sur mon ForeFlight. C'est pas mal intéressant. Il y a aussi le GPS dedans, il y a un récepteur GPS, c'est vrai que c'est une vingtaine de dollars de plus. On va dire 130-140 $. Avec le GPS, ça donne aussi le AHARS, l'horizon artificiel dans le ForeFlight. Fait que dès que vous bougez un peu, vous l'avez dans l'avion, ça, il est collé avec les sus sur le bord. Et en montée, en virage, tout ça, vous allez avoir l'AHARS du ForeFlight et c'est sûr, ça ne remplace pas des instruments, mais c'est quand même fun de penser qu'on a ça. Là, j'ai des questions. Le numéro de pièce, c'est pour bâtir le récepteur. Oui, c'est super cool. Je pourrais vous envoyer ça et je vais le mettre
En fait, la prochaine fois, je vais le mettre en commentaire ici, ou je vais le mettre sur le Facebook, de dire qu'est-ce que c'est. C'est sur Amazon. Tout ça est disponible sur Amazon. Et ça crée même son propre Wi-Fi. Il s'appelle Stratux. Puis, si vous cherchez Stratux, là, faites une recherche de Stratux. Il va y avoir tout ce qui est disponible. Puis, vraiment, là, ça vient même avec Stratux, ça vient dans une boîte, ça vient tout simplement, pouf! Ben voilà, merci Marie-André. Exactement. Voilà le lien. Et c'est pas grand-chose. C'est sûr que ça prend un petit peu de technique pour le faire parce que là, il vous envoie une puce et un lecteur de puce. Vous devez downloader ça. Vous le mettez sur le petit motherboard qui est là-dedans. Il faut avoir un petit peu d'agilité technique. Mais pas tant que ça. N'importe qui peut le faire. Donc, c'est ça. J'ai fait. Puis vous allez avoir un récepteur ADSB. Si prenez le GPS, absolument le bel GPS pour avoir les HARS, l'intelligence artificielle sur PowerFlight. Ça, c'est un passe-temps pour rester à la maison quand on est à la maison. Super le fun. Fait que si vous voyez ce que Marie-André a mis, le stratux.me, c'est. Puis Gilles Lessard qui dit que ça fonctionne bien. Pas beaucoup d'avions avec ADSB ici. Non, pas beaucoup. Par contre, on a des airlines qui arrivent avec qui arrivent avec les 1090. Puis, ben c'est sûr que ces temps-ci, il n'y a vraiment pas beaucoup. C'est pas mal mort. Il y a eu une baisse de 85. Pour certains opérateurs, il y en a qui sont complètement fermés comme et il y en a d'autres que ça a baissé de 85, 90, 98%. Il n'y a pas beaucoup de vols. Je vois quelques commentaires qui arrivent, Marc, d'une saison estivale de vol qui semble être morte. Pas morte si les régions sont ouvertes. C'est un peu si les régions sont ouvertes, on va pouvoir se promener. J'ai hâte de voir. Il y a eu une question d'un journaliste hier au Québec ici qui demandait pour la chasse et la pêche, puis le premier ministre a dit on verra. C'est pas encore là, ils sont pas par rapport au tourisme. On va voir ce qui se passe pour le vol touristique. Mais c'est beaucoup d'argent qui est en jeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je peux mentionner? Parlant de tourisme, je veux pas. La nouvelle, elle va sortir en même, mais juste pour vous aviser, sur le fond du vol de brousse dans le nord du Québec, Air Saguenay qui n'a pas trouvé preneur, mais il y a plusieurs bases d'Air Saguenay qui vont être reprises par les hydrobases, qui vont être reprises par Simon Contant. Donc, il va encore avoir un peu d'essence dans le nord du Québec, dont Natashquan, Nord-Saint-Pierre, Manic 5, ces endroits-là. On va y revenir un peu. J'ai parlé à Simon la semaine dernière, juste pour m'assurer un peu de ce qui se fait à ce niveau-là, parce que c'est un transporteur, c'est le nord du Québec qui est impacté un peu partout. Et c'est un transporteur. Air Saguenay, c'est important pour le tourisme, c'est important pour l'argent. Et voilà, pour moi, ça va être repris par Simon. Mais quand, quoi, comment, on ne sait pas trop, puis est-ce que ça va même être ouvert? On n'est pas sûr. J'ai pas plus de réponses que personne, Martin. Fait que voilà, là, vous avez tous trouvé stratux.me dans les commentaires. C'est parfait. J'en mets pas plus que ça. Puis sinon, les pièces, là, c'est disponible sur Amazon. Vous fouillez un petit peu, puis vous trouvez. N'oubliez pas de prendre le GPS, le lecteur GPS, si vous voulez avoir le AHARS dedans. Puis moi, j'ai désactivé le 978 pour les Américains parce qu'on n'en a pas vraiment ici. Il n'y en a pas ici. Pas d'autres questions. Je vais vous dire qu'on va probablement faire un. J'aimerais ça faire ça avec Zoom. Vu le nombre en français, j'aimerais ça la prochaine fois qu'on fasse ça un petit peu plus interactif. Je ferai peut-être une première demi-heure avec des pré-questions, puis une deuxième demi-heure. On va faire ça avec Zoom, ou on va faire ça avec une interactive que soit que vous êtes au téléphone, vous allez être en vidéo, mais qu'on puisse faire ça plus interactif et qu'on ait des questions, puis avant, on ait des questions pendant, puis qu'on se voit tous et chacun. Fait qu'on est mercredi, fait que je ferai ça probablement soit la fin de la semaine prochaine ou le lundi de 2 semaines. Et à ce moment-là, on va se revoir. On va pouvoir faire une autre session, puis un peu plus interactif.
N'oubliez pas demain, ceux que ça ne dérange pas en anglais, la session probablement semblable, mais il y a plus de questions côté assurance. Et avec Belinda Bryce qui va être avec nous. Ne pas oublier, je l'ai mentionné peut-être la dernière fois, ceux qui sont assurés avec nous, avec Magnice, Copa, si vous ne volez pas pour 60 jours ou plus, appelez pour faire mettre votre avion, si vous avez le programme OR en vol, appelez pour réduire et vous allez avoir un crédit sur votre prochaine assurance. Ces questions-là peuvent être posées demain aussi, on va en parler. Fait que voilà. Il va y avoir donc, ça va être un Zoom qui va s'en aller bientôt aussi pour les plus jeunes. Et il va y avoir, nous, on va faire ça de notre manière, probablement Zoom, le prochain qu'on fait ici, ça va être comme ça. Et non pas juste Facebook. Fait que merci beaucoup. Puis je vais terminer ça là. Je n'ai pas d'autres questions. Fait que voilà. Au plaisir et portez-vous bien.